Chers amis du cercle, bonjour, bonsoir à tous. Me revoici, me revoilà pour la deuxième émission que je vous avais tous promis. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier tous ceux qui ont pris la peine et le temps d'écouter ma première présentation des instruments de l'orchestre. J'aurais voulu, croyez-le bien, vous proposer la deuxième émission plus rapidement que ça, mais bon, pour différentes raisons liées au boulot, liées à la famille. Je n'ai hélas pas pu me plonger plus tôt que ça dans ce deuxième travail, qui m'a pris pas mal de temps, je vous l'avoue. Donc veuillez m'excuser, mais je suis prêt à vous présenter la deuxième partie de mon propos. Je rappelle pour ceux qui atterrissent ici un peu par hasard que je suis pianiste accompagnateur dans un conservatoire et que je me suis donné la peine, la volonté, en accord bien entendu avec les équipes du Cercle et Pierre-Yves que je remercie une fois de plus, je me suis donné comme mission de vous présenter un peu différents aspects de mon domaine de travail qui est la musique classique et plus particulièrement le répertoire français de 1870 à nos jours. Dans un premier temps, je vous ai présenté la famille des instruments à cordes au sein de l'orchestre à travers le répertoire français. Et aujourd'hui, nous allons maintenant passer au répertoire des bois. Je parle des flûtes, hautbois, clarinettes et bassons. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter la première émission donc, qui présentait les instruments à cordes pour deux raisons. Déjà parce que ça me fera grandement plaisir de faire monter les vues, mais surtout parce qu'il va y avoir plein de passerelles. J'ai essayé de créer plein de passerelles entre le propos que vous allez entendre et le précédent. Donc n'hésitez pas à vous imprégner de la première vidéo, ça ne fera pas de mal à vos oreilles. Après, on est bien d'accord, je reprécise une dernière fois, que ceci n'est qu'un petit travail de mise en appétit. Ce sera à vous ensuite de faire le plus gros travail. Je ne peux que vous mettre le pied à l'étrier, ensuite c'est à vous de bosser. Alors, on commence tout de suite. Et on commence d'abord par un mea culpa. Un mea culpa, effectivement, car j'ai oublié la dernière fois un instrument. On a parlé des instruments à cordes principaux et j'en ai oublié un. J'ai oublié la harpe. La harpe qui a quand même ses lettres de noblesse au sein de notre répertoire national. Et je vais me servir de cet oubli pour faire une sorte de passerelle entre la première émission et celle-ci. Ça va nous servir de mise en appétit, si vous le voulez bien. On va écouter une sonate pour harpe, donc pour alto, donc instrument à cordes également, et pour flûte, et ce sera la mise en appétit pour attaquer la flûte. Cette sonate a été écrite par Debussy, et je rappelle, on en avait parlé pour la sonate pour violon et piano, que les trois dernières sonates de Debussy ont été écrites à la fin de sa vie, donc une période un petit peu difficile, vous écouterez à ce sujet la précédente vidéo. 1915, elle passe pour être la sonate la plus réussie de ces trois dernières sonates. Le morceau que vous allez entendre est une pastorale, et on va voir que la pastorale est une thématique qui revient beaucoup dans les morceaux que nous allons écouter. Et Debussy cherchait à se rattacher à la tradition des compositeurs français du XVIIIe siècle, notamment incarnée par la figure de Rameau, en opposition avec la forme sonate germanique. On est sur une opposition sonate à la française, sonate à l'allemande, dans l'esprit de nos compositeurs. Debussy écrivait à propos de cette sonate, et ce sera un petit mot qu'on peut garder dans un coin de la tête, toujours plein d'esprit et plein d'humour quand on parle de la prose de Debussy. Je cite, à propos de cette sonate, « Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, peut-être les deux. »
Une dernière petite précision, et promis juré, j'arrête de vous embêter, on passera vraiment à la musique. Lorsque nous parlerons de compositeurs moins connus du grand public, je donnerai quelques petits éléments biographiques, et pour les plus connus, par contre, ça je vous laisserai chercher, on évoquera d'autres choses. Commençons avec la flûte. Et quand on parle de flûte en France, il y a un nom qui arrive assez rapidement sur les lèvres, et ce nom c'est celui de Paul Taffanel, T-A-2-F-A-N-E-L, 1844-1908. Élève au Conservatoire de Paris, comme bon nombre des compositeurs que nous allons écouter. Il sera soliste dans différentes formations. À partir de 1890, il commence une carrière de chef d'orchestre. Il sera notamment le créateur du Requiem de Gounod, Excusez tu peux. Grand amoureux du répertoire avant, quand on est flûtiste, ça semble plutôt cohérent. Il fondera notamment la Société de musique de chambre pour instruments avant. Et si on parle de lui, c'est parce que c'est Monsieur Flûte en France. Il est considéré comme le père de l'école moderne de flûte française et c'est l'un des premiers à en faire carrière en tant que soliste. Son nom se devait d'être mentionné dans notre propos. Pour écouter une de ses œuvres, je précise, c'est pas l'œuvre la plus exaltante que nous allons écouter ce soir, mais son nom méritait d'être mentionné quand même. On va écouter une œuvre que j'ai moi-même eu l'occasion de jouer avec des élèves, qui s'appelle Andante pastorale et scherzettino, composée en 1907. On va écouter que l'andante, une nouvelle fois une pastorale. Une pastorale qui va se présenter comme étant une introduction au propos qui suivra après, mais que nous n'écouterons pas. Une introduction donc, qui suppose un caractère libre, improvisé, mais improvisé sur un discours extrêmement clair. On sent malgré tout un cadre assez solide et notre Paul va se permettre des audaces harmoniques, mais pas aussi fortes que ce que nous allons entendre un peu plus loin. On est sur une génération qui est quand même empreinte des codes académiques qui étaient encore un peu en vigueur à l'époque classique. Mais on peut sentir l'esprit malgré tout qui cherche un peu à sortir des cadres, du carcan. La pièce est dédiée à un de ses élèves qui s'appelle Philippe Gaubert. On écoute l'Andante pastorale de Taffanel. On va aimer couper, j'ai dû couper l'andante en cours de route, j'étais un petit peu ambitieux, il est un peu trop long pour notre propos. Une campagne, vous l'aurez vu,
nostalgique, mélancolique, rêveuse, un peu évanescente. Et j'oublie aussi de préciser que beaucoup des œuvres que nous allons entendre ce soir seront des œuvres pour instruments et accompagnement piano. J'ai parlé de Philippe Gaubert, qui a été le dédicataire de cette pièce. Et bien justement, Philippe Gaubert, c'est également un flûtiste, compositeur, 1879-1941. On voit que c'est pas la même génération. Et ça a été un élève de Taffanel, sans doute l'un de ses plus connus, un grand flûtiste de son époque et également, comme son maître, chef d'orchestre. Il a créé un grand nombre d'œuvres de ses contemporains comme Daphnis et Chloé de Maurice Ravel ou Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas. Taffanel le prend sous son aile très rapidement, il fait sa carrière et il va devenir prof de flûte et de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris. Et je dis que c'est l'élève de Taffanel en flûte, mais ce sera également l'élève d'un autre grand professeur dont nous avons déjà parlé, qui est Gabriel Fauré, cette fois-ci en composition. Et si je vous parle de Gabriel Fauré, c'est parce que l'ambiance, les vapeurs fauréennes sont très perceptibles dans l'œuvre que nous allons écouter, qui est Nocturne et Allegro pour flûte et piano, composé en 1906. Vous allez voir, c'est un an avant l'œuvre de Taffanel, mais pourtant on n'est pas du tout dans la même ambiance. On voit quel maître Gaubert a fréquenté vis-à-vis des enchaînements harmoniques, vis-à-vis des couleurs musicales. Une impression de liberté qui est, il me semble-t-il, beaucoup plus prépondérante que dans l'œuvre de Taffanel, mais qui est tenue par une forme tout aussi ferme, même si on a plus de mal à la percevoir. Gaubert joue sur les couleurs harmoniques, sur le beau son en lui-même. Le temps est un peu plus suspendu. Le titre non plus n'évoque pas la même chose. Nocturne, on est peut-être dans un monde un peu plus sombre, mais pas forcément non plus désespérant. Vous allez le voir. Une pièce moins académique en apparence.
Après avoir vu donc Tafanel et sa filiation Gobert, on va changer de monde de flûte, si je puis dire, et attaquer un autre bonhomme. Je veux parler d'un compositeur, alors vraiment pour le coup qu'on voit très très peu dans les programmes de concert, que je vois passer plusieurs fois dans les morceaux que j'accompagne avec des élèves, disons, de cycle intermédiaire, on va dire. Les très grands, mais c'est plus rare. Je vais parler du compositeur Eugène Bozza, B-O-Z-Z-A, qui est né à Nice en 1905 et mort à Valenciennes en 1991. Sur le papier, c'est un compositeur qui part pour être brillant, brillantes études, couronné par un prix de Rome au Conservatoire de Paris en 1934. Le prix de Rome, pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est la distinction la plus honorifique et la plus gratifiante que l'on peut obtenir quand on est dans la classe de composition du Conservatoire de Paris. On part 2 ans à la Villa Médicis à Rome, on reçoit des commandes, on est logé, logé et blanchi, et quand on revient à Paris, on a une carrière qui est plus ou moins tracée. Et ça va être le cas pour notre bonhomme, puisque il va être en rentrant, il va devenir chef d'orchestre à l'Opéra Comique jusqu'en 1948. Et puis, il va finir directeur du conservatoire de Valenciennes, donc sans doute jusqu'à sa mort, puisqu'il est mort à Valenciennes en 91, enfin jusqu'à sa mort. Moi, il a fini sa vie à Valenciennes, il a dû sans doute finir sa carrière là-bas. Alors, l'œuvre de Bozza se caractérise par, selon un avis autorisé, la facilité mélodique, l'élégance de la forme et l'intérêt constant du musicien raffiné pour les possibilités de l'instrument. Je cite Paul Griffiths dans le New Grove. Et on va entendre tout ceci dans une œuvre qu'il a écrite pour flûte seule en 1939 qui s'appelle Image. Alors c'est un titre, quand on appelle son œuvre Image, forcément on peut facilement renvoyer cela aux images composées une trentaine d'années avant par Debussy au piano. Et effectivement, vous allez entendre une pièce avec énormément d'élan, des élans qui peuvent être facilement transposables à la danse. Une danse, pourquoi pas, bucolique. En écoutant, j'ai aussi le mot païen qui m'est venu, même si c'est un peu excessif, mais on a cet esprit-là, du moins Debussy nous a un petit peu accoutumés à ces ambiances-là, donc pourquoi pas, ça peut marcher. Une rythmique très très libre. Vous allez voir que la métrique, les rapports à la métrique et à la pulsation sont très difficilement perceptibles, mais ils sont là quand même. Une forme libre, une pièce de virtuosité. On imaginerait très bien ça pour une pièce de concours d'entrée dans un conservatoire supérieur, par exemple. Avec de temps en temps des passages chromatiques un peu plus incertains, un peu plus mouvants. Une pièce donc qui questionne la forme et qui met en valeur l'instrumentiste à travers toutes les ambiances que je vous ai décrites.
Vous l'avez vu, c'est élégant, c'est beau, c'est sympathique, ça sonne bien, c'est très bien écrit, ça fait passer un bon moment. Est-ce que ça révolutionne votre écoute et votre façon d'appréhender la musique? Sans doute pas, mais bon, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être mentionné ici. Dernière écoute pour présenter la flûte traversière. On va parler maintenant d'un grand compositeur, d'un très très grand même, l'un de nos plus grands. Je veux parler de Francis Poulenc, 1899-1963. Donc là, comme je vous l'ai dit, pas de considération biographique. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Je vous laisse découvrir le bonhomme si vous ne le connaissez pas. Je voulais vous apporter une petite anecdote à son sujet. Il se trouve qu'en farfouillant un petit peu, je suis tombé sur des livres d'occasion sur Internet et il y a un livre qui est vraiment magnifique quand on s'intéresse à la musique et à la période qui est celle que nous étudions. C'est un livre qui a été écrit par Bernard Gavotti, grand critique de musique, qui a travaillé notamment au Figaro. Il a pris la place de Reynaldo Hahn, le compositeur. Donc très très grand critique, très connu de son temps. Et lorsque la musique contemporaine, celle qu'on appelle contemporaine avec des guillemets, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo pour le Cercle Aristote, ma première d'ailleurs, quand cette musique a commencé à apparaître, il est allé voir toutes les grandes personnalités du monde musical parisien de son époque. On est fin des années 50, début des années 60, et il leur a demandé tout simplement leur avis sur la question. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Poulenc est encore en vie. Vous avez Honegger aussi qui est consulté. Vous avez Busser, dont on va parler plus tard. Vous avez tout le monde, l'intelligentsia musicale parisienne est consultée pour cette question-là. Et en relisant ce que Poulenc lui dit à propos de la musique contemporaine, vous allez voir, il y a des choses vraiment fascinantes. Il dit deux choses, grosso modo. Il dit « La musique est faite pour le simple plaisir des oreilles. » C'est quasiment une citation in texto. Ça. Donc on en conclut que pour lui, pour Poulenc, c'est l'importance de la mélodie, de la spontanéité musicale qui doit être cherchée en priorité pour faire plaisir aux oreilles de l'auditeur. Mais il dit aussi quelque chose à propos de la musique contemporaine avec des guillemets et des néo-sérialistes, Boulez et compagnie. Il dit, je cite, « Je suis pour que la jeunesse soit violente ». Donc en gros, il donne sa bénédiction à cette musique-là, même si, vous allez l'entendre, au niveau esthétique, on n'est pas du tout dans les mêmes ambiances. Mais alors pas du tout, du tout. Si Poulenc se rattache d'une certaine façon à une forme de néoclassicisme, les sérialistes ne sont pas du tout là-dedans. Mais néanmoins, Poulenc comprend et accompagne à son image, à son niveau plutôt, à son niveau, le nouveau courant musical qui arrive. Et d'ailleurs, de fait, on le retrouvera énormément dans ce qu'on appelait le domaine musical. Il avait ses places, le domaine musical, c'était les manifestations musicales organisées par Pierre Boulez. Donc on mettait en avant la musique néo-sérielle. Qu'est-ce que ces deux phrases, la musique est faite pour les oreilles et je suis pour que la jeunesse soit violente, traduisent? Déjà, une prise de distance par rapport à ses propres propos. Je veux dire que ses propres propos de Poulenc seront, je pense, à nuancer. Ils vont être tempérés par d'autres considérations que nous allons voir plus tard d'un autre musicien. Déjà, Poulenc fait de la musique, mais on peut prendre de la distance avec ses propres considérations sur la musique en elle-même. On va voir que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais je trouve qu'elles évoquaient un aspect de Poulenc qui revient assez souvent, je trouve, dans sa musique, qui est la naïveté. Je veux dire par là, c'est que la musique est faite pour les oreilles, c'est une évidence, bien sûr. Et dire que je suis pour que la jeunesse soit violente, ça montre, je crois, une certaine forme de confiance très spontanée qui donne de naïveté, qu'il donne à tout le monde. Et cette naïveté se rapproche, je trouve, se lie au monde de l'enfance. En fait, j'ai l'impression que Poulenc, c'était un grand garçon, tout simplement. Un grand garçon, bien polissé, bien élevé. Vous allez entendre dans sa musique, c'est très bien fait, c'est très bien ciselé. Et de temps en temps, il y a le côté un peu impertinent de l'enfant bien élevé. J'ai envie de faire une bêtise et je la fais, mais de façon toujours bien élégante. Et c'est ce que nous allons entendre dans sa sonate
pour flûte et piano, écrite en 1957, notée FP 164. Vous allez avoir un thème de flûte qui est fait pour le plaisir des oreilles, comme il le dit, très spontané. Et à un moment donné, vous avez des petites pointes d'impertinence qui arrivent, hein, mais c'est vraiment très très court, ça fait pas sale gosse. Si vous voulez vraiment une pièce de sale gosse, vous écoutez, là, j'en sors là en ce moment, la sonatine pour flûte et piano de Martinu, là ça fait vraiment sale gosse. Mais là, c'est des petites bêtises qui arrivent de temps en temps, mais c'est toujours très élégant, c'est très raffiné. Il arrive à allier une carrure très formelle et en même temps une impression de liberté là-dedans, c'est fascinant. La phrase que Marguerite Long a prononcée à propos de l'œuvre de Fauré pourrait parfaitement s'appliquer. Nulle rigueur dans cette stricte observance de la règle. Et on va voir qu'avec juste ce thème de flûte dont je parle depuis quelques minutes maintenant, ce thème de flûte va vraiment structurer tout le début de ce premier mouvement que nous allons écouter. Premier mouvement qui est indiqué Allegro malincolinco, c'est-à-dire une joie mélancolique. Excusez-moi, une petite rectification par rapport à ce que j'ai dit. Quand je voulais parler de la pièce de sale gosse, je voulais plutôt parler de la sonatine pour clarinette et piano de Martinu et non pour flûte et piano. Excusez-moi. Notre petit parcours de la flûte est fini. On va maintenant changer d'instrument et passer à la clarinette, mais tout en restant avec le même compositeur, avec Poulenc. Car vers la fin de sa vie, Poulenc est revenu à la forme sonate et il a écrit quelques sonates pour les instruments avant. Et donc, il a écrit pour flûte et il a également écrit une sonate pour clarinette et piano. Celle-ci a été créée en 1963, soit 3 mois après le décès du compositeur. Pour vous décrire concrètement ce qui va se passer, vous allez entendre d'abord une introduction en trompe-l'œil, un monde un peu étrange, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on est, et petit à petit, l'ambiance très très calme de ce deuxième mouvement va se mettre en place jusqu'à l'arrivée de ce thème à la clarinette absolument merveilleux, qui est le thème de sa romance, car il s'agit bien d'une romance. Quand on emploie le mot romance en musique classique, ça a toujours un côté connotation amoureuse, connotation galant qui fait sa cour à sa galante. Mais vous allez voir que ça pourrait fonctionner pour ce morceau, mais on peut peut-être trouver autre chose derrière cette musique. Et pour ce faire, je vais utiliser une citation de Bernard Gavotti dans sa biographie. Il nous parle de la répétition générale de La Voix humaine, qui est le dernier opéra de Poulenc. Il y a assisté à côté de Poulenc. Et à un moment donné,
Il se retourne vers Poulenc et qu'est-ce qu'il voit? Je lui cède la parole. Qui pleurait en revanche à gros bouillon, tassé dans son fauteuil, c'était notre Poulenc. De profil, on voyait sa bouche s'entr'ouvrir, bégayer une plainte vague, trembler dans le contre-jour. Tous ces mots qu'il avait tournés et retournés, assouplis pour les mettre en musique, on aurait dit qu'il les soufflait à son interprète en lui faisant d'ultimes recommandations. En fait, et ça complète un petit peu le côté enfant que j'ai décrit pour sa pièce pour flûte. Ce sont des grands enfants, en fait, nos compositeurs, qui ont une telle sensibilité au fond d'eux que ça ne peut que éclater quand ils entendent leur propre musique, quand elle est bien faite. Ce n'est pas des pleurs ce que je viens de décrire, ce ne sont pas des pleurs liés à une forme de fierté refoulée ou quoi, c'est simplement l'individu devant sa propre émotion et l'émotion qui éclate. Et je pense que ce deuxième mouvement de sonate pour clarinette, c'est de l'émotion pure. À un moment donné, on se tait, on ferme tout et on écoute et on se laisse bercer par l'émotion. Il y a des fois où on se dit que c'est tellement évident, le morceau, la musique devient une évidence, on se demande même pourquoi est-ce que personne n'y avait pensé avant. C'est merveilleux. Et il y en a un qui va arriver un peu plus tard pour le hautbois. Mais je maintiens un peu le suspense et on avance. On continue avec cette fois-ci un compositeur beaucoup moins connu. Je veux parler de Claude Pascal, 1921-2017. Alors lui, c'est un élève d'Yves Nat, donc c'est d'abord un pianiste de formation, et il a travaillé après son conservatoire de Paris avec le compositeur Henri Busser. Alors lui, on va en reparler un peu plus tard, mais Henri Busser a formé bon nombre d'élèves. J'ai oublié de mentionner, il a également formé Bozza au début de mon intervention. En 1945, il obtient son prix de Rome et à son retour, on lui demande, c'est une commande radiophonique, d'écrire la sonate de Vinteuil, la fameuse sonate imaginaire qui figure dans le roman de Proust, et on lui demande de poser des notes dessus. Alors, je l'ai écouté, c'est pas extraordinaire, vous pouvez le faire,
mais je pense que l'œuvre que vous allez entendre également, j'ai un petit peu farfouillé, son quatuor pour saxophone est un peu plus représentatif. On sent que c'est un peu plus cohérent. Sur De Vinteuil, bon, ça marche, mais sans plus. Il sera également professeur au conservatoire dans la classe de déchiffrage. Et donc, vous allez entendre un petit recueil qu'il a écrit pour clarinette et piano. On va écouter juste la première pièce. C'est des pièces pour clarinette et piano écrites en 1964. Et la première pièce s'intitule « Légende de la montagne fauve ». Alors, je suis navré, j'ai essayé de faire des recherches dans la bibliothèque de mon conservatoire ou sur Internet. Je n'ai pas trouvé de choses précises sur l'origine du titre. Donc, je vais essayer de vous dresser un portrait, mais juste avec mes propres oreilles. Vous allez voir, donc on est sur une pièce qui est assez libre. C'est l'image qui semble guider la trame du discours musical. Donc on est de ce point de vue-là dans une forme d'héritage de Debussy, donc avec liberté formelle. Mais cela dit, les idées musicales sont extrêmement arrêtées. On passe d'un moment musical à l'autre de façon assez nette avec une cassure. Avec une certaine cassure. Les idées sont bien séquencées. La nature est invoquée. Une nature, on pourrait voir un côté pastoral, comme on le voit depuis le début de mon propos, mais cette fois-ci, une nature un peu incertaine, un peu mouvementée. Et peut-être que le prélude de Ce qu'a vu le vent d'ouest, en tirant un peu le trait, pourrait revenir un peu à la mémoire de vos oreilles. Donc on écoute La légende de la montagne fauve de Claude Pascal. On continue avec un compositeur maintenant à redécouvrir, je pense, et qui porte si bien son nom, puisqu'il s'appelle Jean Francé. F-R-A-N-C-C-D-A-I-X 1912-1997. Alors lui, c'est le représentant par excellence de la continuité néoclassique initiée depuis le début du XXe siècle. Il continue le regard vers le passé qu'ont lancé Debussy à la fin de sa vie, Ravel et surtout Stravinsky. C'est un élève d'Isidore Philipp, donc également pianiste au Conservatoire de Paris, et surtout, il va être l'élève en composition d'une personnalité que j'ai déjà évoquée dans ma précédente intervention sur les instruments à cordes. Je veux parler de Nadia Boulanger, la grande pédagogue du XXe siècle. Il a été prendre des cours chez elle à partir de 1922 et de ce que j'ai cru comprendre, elle était assez fière de son élève.
Jean Français partage le point commun avec Poulenc, donc d'être néoclassique, mais également de composer pour le plaisir de l'oreille. C'est quelque chose qu'il écrit noir sur blanc. Et c'est assez marrant que les deux en arrivent aux mêmes conclusions. Donc je vous ai dit qu'on pouvait prendre du recul par rapport à ça, mais que ça traduisait chez Poulenc une certaine naïveté presque enfantine. Et chez Français, c'est exactement la même chose. La grâce malicieuse, un regard tendre vers le monde de l'enfance. Et c'est quelque chose que nous allons apprécier dans son thème et variation pour clarinette et piano, qui a été écrit en 1974. Au tout début, vous allez entendre 3 petites notes qui se déclinent au piano. Et ces 3 notes sont les initiales musicales, si je puis dire, de son fils ou son petit-fils, je ne me rappelle plus, Olivier. Ça va faire Olivier, Olivier. Et ça, pudiquement, il nous montre comment est-ce qu'il va travailler. Une fois que ces 3 notes sont exposées, le thème qui va arriver à la clarinette, parce que c'est un thème et variation, donc il y a d'abord exposition du thème, le thème va reprendre ces 3 notes-là et les faire vivre, si je puis dire, à la clarinette. Et ensuite, toutes les variations vont se caser sur ce thème-là. On écoute donc quelques variations. Vous allez voir, c'est un travail qui est très bien fait, très bien ciselé, qui se revendique et ouvertement d'une forme de clarté à la française. C'est très bien fait. L'ombre de Ravel pourrait même passer de temps en temps, que ça ne nous étonnerait pas. On écoute tout de suite Jean Français. Et nous allons clôturer notre parcours de la clarinette au sein de la musique française avec une pièce d'un de ses plus grands compositeurs, la sonate pour clarinette et piano de Camille Saint-Saëns, 1835-1921. Donc pour des détails inhérents à la vie de Saint-Saëns, je vous renvoie à sa biographie. C'est un de nos très très grands compositeurs, donc là-dessus, vous n'aurez pas de souci pour vous renseigner. La sonate pour clarinette et piano, opus 167, c'est une sonate de fin de vie, donc 1921, et d'aucuns pourra y voir son testament
musicale. C'est un geste clairement néoclassique dans le but de s'éloigner de la sonate germanique, si je puis dire, et pour essayer de se reconnecter avec le geste musical à la française. Vous allez me dire, Debussy a fait exactement la même chose. Et de fait, Debussy aussi a écrit des sonates pour se rattacher à cet objectif-là. C'est exact. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que les deux ont voulu faire la même chose à la fin de leur vie, mais le résultat sonore n'est pas du tout le même, d'une, et en plus de ça, deux, Saint-Saëns, j'imagine, aurait eu horreur qu'on essaie de le rattacher à Debussy. Il ne supportait pas l'œuvre de son confrère. Une anecdote comme une autre, je crois que c'est en 1915 que Debussy a écrit sa suite pour deux pianos en noir et blanc, ou en blanc et noir, je ne sais plus. Et Saint-Saëns avait écrit, je crois, à Fauré pour lui dire qu'il ne fallait surtout pas que Debussy rentre à l'Institut, il fallait absolument lui barrer la route, parce qu'à l'audition de cette œuvre-là, il s'est dit que c'était absolument impensable. Et il faut être un petit peu compréhensif envers Saint-Saëns. Saint-Saëns est né en 1835. À cette époque-là, Chopin est encore en vie. Et Beethoven est mort quelques années avant. Et il est mort en 1921. C'est-à-dire qu'il a parcouru presque 100 ans de musique, 100 années pendant lesquelles le monde musical a quand même bien changé. Bon. Cela dit, l'œuvre de Saint-Saëns ne va pas rester lettre morte car elle va clairement annoncer Poulenc et Tranchefort dans son guide de la musique de chambre note que c'est à partir des sonates de Saint-Saëns que Poulenc commence à prendre de l'épaisseur en tant que compositeur. Et Poulenc qui lui aussi, à la fin de sa vie, va revenir sur le geste d'écrire de la sonate. Donc des passerelles existent malgré tout, même si pour Debussy et Saint-Saëns, les compositeurs ne peuvent pas forcément se piffer entre eux. Donc c'est un thème que vous allez entendre à la clarinette qui est très élégant, très 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 simple. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire que ça. Enfin, quand je dis qu'il n'y a rien à dire, c'est toujours marrant quand on écoute du Saint-Saëns de se dire que ce mec-là, il a incarné l'académisme, mais à son époque. C'était vraiment Monsieur Académie. Et quand on l'écoute, alors évidemment, on sent que c'est très bien fait, on sent que ça a été bien pesé, bien analysé, que c'est effectivement, ça ressent l'académisme. Mais de temps en temps, il y a toujours cette petite pointe de temps en temps. Ah tiens, ça c'est marrant, ça c'est nouveau, j'avais pas vu comme ça. Il y a des petits moments comme ça qui circulent chez Saint-Saëns, c'est vraiment chouette. Et alors vraiment,
Évidemment, c'est de la belle musique, c'est une banalité que de dire cela. On change d'instrument. On va passer maintenant au hautbois et on va faire comme pour la clarinette, on va rester avec le même compositeur Saint-Saëns. Avec cette fois-ci sa sonate pour hautbois et piano. Même chose, sonate de fin de vie, même caractéristiques que pour la sonate pour clarinette. Les mêmes objectifs sont derrière, mais là, j'ai parlé d'évidence tout à l'heure. Là, on est en face d'une évidence. C'est extraordinaire. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, tellement que c'est évident, c'est limpide, c'est merveilleux. Vous allez voir que le timbre du hautbois est parfaitement mis en valeur par le compositeur, avec ses longues notes dans l'aigu. Je parle bien entendu du deuxième mouvement de sa sonate. Et là, on ne peut pas ne pas penser à l'évocation pastorale, la campagne. Et vous allez voir que ce que j'ai décrit va aussi fonctionner pour cette sonate-là. C'est qu'il y a, après la longue mélopée qui se développe au hautbois, il y a une forme de danse un peu irréelle qui va apparaître. Et là-dedans aussi, il y a des fois des harmonies, on se demande, mais d'où est-ce qu'il a sorti ça, lui qui était monsieur académique. Bref, c'est une œuvre extraordinaire. Deuxième mouvement de la sonate pour hautbois et piano. Ah, la première partie du mouvement, franchement, on pourrait l'écouter pendant des heures. Je ne sais pas si on pourrait s'en lasser. C'est tellement beau. Bon, enfin, bon. On continue, et là on continue avec un compositeur. Alors lui je l'aime bien, parce que lui, c'est un grand méchant. Il est perçu comme étant un grand méchant jusqu'à maintenant. Et pourquoi ? Parce qu'il a vécu à une époque où une certaine affaire a enflammé la France fin 19e siècle, et que lui, il a eu le courage, il faut quand même le dire, d'assumer ses positions et de prendre un parti qui n'a pas été retenu par l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux parler de Vincent d'Indy, 1851-1931. Donc on remonte un petit peu dans le temps. Lui, il incarne, et je l'ai vu sur le site Musicologie, il incarne le cadre aristocratique à l'ancienne, avec les valeurs morales religieuses. Alors pour un catholique comme moi, un bonhomme comme ça attire mon attention. Il a été l'élève de Marmontel au piano, qui a été aussi le professeur de Debussy, et de Lavignac pour l'harmonie.
l'étude de l'harmonie. Il sera soldat en 1870, très patriote, ça aussi, grand méchant loup. Il affirmait son patriotisme ouvertement. Et il avait aussi la particularité, en même temps d'affirmer son patriotisme et en même temps d'être un admirateur passionné pour les maîtres musicaux allemands. Pour la fameuse Société nationale qui va commencer à voir le jour en 1871 dans la lignée de la défaite de Sedan, il sera d'abord l'accompagnateur, le pianiste accompagnateur de cette société, et il en prendra la tête en 1886 au décès de son président César Franck. Lui va essayer de réconcilier le fond musical français avec le romantisme allemand. Il a une image stricte qui émane de lui, qui lui sera reprochée, notamment dans la façon dont il va gérer la Société nationale à partir de 1886. Mais il n'hésitera pas à défendre le répertoire français à l'étranger. J'ai pas noté toutes les distinctions qu'il y a eu à l'étranger, mais franchement, c'est assez impressionnant. Dans sa globalité, le répertoire français dans sa globalité, c'est-à-dire même avec des gens qui n'épousaient pas forcément ses convictions, et je crois que c'est tout à fait honorable et digne d'être mentionné. En 1896, il est connu pour fonder également avec d'autres, avec Guillemot et avec Borde, la Schola Cantorum, qui existe encore aujourd'hui. C'est une école de musique privée qui avait pour objectif à son ouverture de promouvoir la redécouverte du chant grégorien et du répertoire sacré avec les rigueurs et les disciplines morales qui sont inhérentes à cet exercice dont j'ai parlé au tout début. Alors, je voulais vraiment parler de Vincent d'Indy, donc je me suis servi du prétexte du répertoire pour hautbois et j'ai trouvé une pièce qu'il a écrite en 1888 pour hautbois et orchestre. Cette fois-ci, son opus 31 sont des variations une fantaisie sur un thème français. Donc, vous avez la rencontre champêtre, donc des sonorités du hautbois qui évoquent clairement ce cadre-là, avec un orchestre wagnérien, temps étiré, temps extatique, une très très longue phrase. Le bonhomme a besoin de temps pour s'exprimer. Le rôle, là, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, le rôle de soliste, on sort de l'époque romantique. À l'époque romantique, le soliste, c'est celui qui se bat, qui lutte contre l'instrument, contre l'orchestre et qui triomphe, qui est vraiment triomphateur. Là, le rôle de soliste et de l'orchestre sont beaucoup plus imbriqués et c'est vraiment une pièce avec un instrument qui se détache un tout petit peu plutôt qu'un concerto avec un instrument qui affronte l'orchestre. Les deux collaborent. Pour parler de franco-allemand, c'est un peu rigolo de parler de collaboration, mais bon, c'est le cas. Ils collaborent, ils interagissent entre eux pour un but esthétique. Donc, on va entendre le Fantaisie sur un thème français pour hautbois et orchestre de Vincent d'Indy.
Alors, pour être tout à fait juste sur le personnage Vincent d'Indy, il convient de rajouter quelques petites choses. Je crois que sa pièce, l'une de ses pièces qui est malgré tout l'une de ses pièces les plus connues, vous en avez deux. Vous avez sa symphonie sur un chant Sevenol et son trio pour clarinette, violoncelle et piano. Et j'ai eu la chance de poser les doigts dessus. C'est une écriture qui est très belle, mais qui demande vraiment à être digérée. Ça ne vient pas spontanément sous les doigts. Ensuite, Vincent d'Indy a été avant tout un très grand pédagogue. Il a laissé une lignée de compositeurs qu'on a un petit peu oublié, je crois, mais qui mériterait, je pense, d'être redécouverte. Et aussi, c'est un compositeur qui prenait énormément de temps pour écrire. Il le disait lui-même, son geste compositionnel ne venait pas spontanément. Et donc, peut-être qu'on l'a aussi un peu oublié, parce que, faut être aussi honnête, peut-être que sa facture compositionnelle n'est pas aussi grande qu'un Debussy ou qu'un Saint-Saëns, peut-être, mais aussi parce que peut-être que son catalogue n'est peut-être pas aussi épais que d'autres d'autres catalogues auraient pu l'être. Une dernière petite chose, si vous farfouillez un petit peu sur YouTube Vincent d'Indy, vous allez trouver un CD sur YouTube, écoutable, parfaitement écoutable, où vous avez une œuvre de Vincent d'Indy, alors je ne sais plus laquelle c'est, je ne crois pas que ce soit celle-là, mais c'est une autre, et après, vous avez 30 secondes où vous avez Vincent d'Indy qui parle au micro. Alors évidemment, c'est le son du début du XXe siècle, mais il y a une émotion, je trouve, à écouter ces gens-là parler, à être en contact avec leur voix. On voit qu'on n'est plus du tout dans le même monde, ne serait-ce qu'à la façon de s'exprimer, on sent qu'on est dans une autre France, quoi, dans la France qu'on aime. On continue, et cette fois-ci avec un compositeur vivant, le compositeur vivant de l'étape. On va écouter une œuvre de Philippe Hersant, né en 1948 à Rome. Il vit et travaille à Paris, après avoir étudié au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il a été l'élève de André Jolivet. Il a été boursier dans différents instituts, notamment à la Villa Médici de Rome de 1978 à 1980, et je m'aventure, mais il me semble que c'est ce qui a succédé au fameux Prix de Rome. Il a été producteur à France Musique de 1973 à 2005 et compositeur en résidence dans différents orchestres. J'ai l'Orchestre national de Lyon, l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'Orchestre de Bretagne, dans différents festivals de musique dont je vous passe les noms. Et il a écrit une pièce pour hautbois seul en 2016, une pièce qui s'appelle Chennai, une pièce de concours qui fait référence à un hautbois indien. Et l'œuvre s'inspirerait, selon les dires du compositeur, d'un grand hautboïste indien qui s'appelle Bismillah Khan. C'est un regard occidental sur l'ailleurs, ici sur l'Orient, qui est une vieille tradition de chez nous, qui remonte au moins à Debussy, avec ses pagodes, ses estampes, si ce n'est bien plus. On écoute Chennai de Philippe Hersant.
Alors c'est toujours appréciable de se dire que nous avons un compositeur vivant qui écrit de la belle musique. Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et d'ailleurs, quand je dis ça, je n'ai pas la prétention de tous les connaître, très très loin de là. Je les découvre même au fur et à mesure de mes travaux pour le cercle. Là, celui-là, j'avais entendu parler de lui, mais j'avais surtout entendu parler de lui pour le répertoire vocal, pour le répertoire des chorales. Donc je ne m'étais pas plus intéressé à lui que ça. Mais franchement, je vous invite à le découvrir parce qu'il y a des œuvres instrumentales qui sont très très belles. J'étais tombé sur un quintet avant avec piano, si je me rappelle bien, sur YouTube. Et franchement, c'est de la très très belle musique. C'est réconfortant de se dire qu'il y a encore de la belle musique de nos jours. Dernière pièce pour le hautbois. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un compositeur dont j'ai un petit peu mentionné le nom précédemment. Je veux parler de Henri Busser, B-U-2-S-E-R, 1872-1973. Dans la catégorie des compositeurs qui ont vécu pas mal de temps, lui, il tire son épingle du jeu. Alors lui, c'est un organiste de formation. Il commence à Toulouse et puis il va finir comme bon nombre de nos compositeurs au Conservatoire de Paris en 1889 dans la classe de Guiraud. Guiraud qui sera également le professeur de Debussy mais en composition. J'ai cru comprendre aussi que c'était l'unique élève de Gounod dans la même discipline. Ça reste à vérifier. Mais ça ne serait pas incohérent en soi. Il sera ensuite organiste en région parisienne dans différentes paroisses. Ça lui arrive de jouer à Notre-Dame de Paris pour remplacer Louis Vierne. Donc bon, c'est quand même pas n'importe qui. Il sera prix de Rome en 1893 et à la demande de Debussy, il dirigera les représentations de Péléas et Mélisande, donc son unique opéra, après la création et donc à la demande du compositeur, ce qui montre que ce n'était sans doute pas n'importe qui en son temps. Il deviendra professeur de composition au Conservatoire de Paris en 1931 et il verra passer bon nombre de grands compositeurs qui vont advenir. Nous avons évoqué ensemble Bozza, nous avons également évoqué... Alors, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, Pascal également, excusez-moi. Et il y en a d'autres aussi, il y en a un qui va arriver qui sera Dutilleux. Donc autant dire que au niveau de la formation, il a quand même de la formation des élèves, c'est un nom qui mérite d'être mentionné. Pour son œuvre à proprement parler, nous allons écouter son opus 63 pour hautbois et piano, composé en 1916. Un mélange de debussisme et de vapeur foraine, si je puis dire, jeu raffiné de l'harmonie, tout en gardant un socle tonal assez clair, un amour du bel accord pour lui-même, ce que nous avons déjà entendu sans doute avec Gaubert, une forme plus libre, j'ai noté des adjectifs fins, directs, longue mélopée. Le soliste est clairement mis en valeur, mais sans virtuosité gratuite. La forme est assez classique, une introduction lente avec un mouvement rapide qui atterrit vers 2 minutes. Par l'instrument, le côté champêtre revient très facilement aux oreilles. Un champêtre actif, dansé, enfantin. Alors, je ne crois pas que ce soit l'œuvre du siècle. Je ne sais pas si l'œuvre de Busser est l'œuvre du siècle, mais comme pour bon nombre de compositeurs qui sont passés avant lui dans mon propos, il méritait d'être mentionné. Donc, l'opus 63 de Busser.
Eh bien, c'est avec cette œuvre que nous concluons notre évocation du hautbois et nous allons passer au dernier instrument avant qui nous reste à aborder. Je parlerai du basson. Et toujours dans l'esprit de faire une transition entre les instruments, après avoir évoqué le maître, Bucer, nous allons évoquer un élève, l'élève principal sans doute, qui est Dutilleux, Henri Dutilleux, 1916-2013. Alors, dans le livre que j'ai précédemment évoqué de Gavotti, quand celui-ci va voir les grandes personnalités de son temps pour demander leur avis sur la musique contemporaine avec des guillemets, notre critique, Gavotti, va également voir Dutilleux. Et voici ce qu'il voit, avant même de demander son avis. Il nous décrit, à propos de Dutilleux, un éternel adolescent, une impression incroyable de détachement, de solitude, de songe ambulant. Le calme réfléchi d'un homme du Nord, très cultivé et modeste, l'horreur instinctive de la surenchère, de l'apparat, de l'exhibition. Un musicien poète, c'est en se dépouillant qu'il s'enrichit. Il m'a semblé intéressant de vous relever ces expressions-là, car elles peuvent décrire l'univers sonore que vous allez entendre. Un univers hors du temps, hors de tout cadre tonal, car lui se revendiquait, je cite, d'un certain atonalisme spontané et relatif, donc hors de la tonalité, mais hors de la tonalité, pas de la même façon qu'un Boulez ou qu'un néo-sérialiste. C'est un hors du cadre de la tonalité, mais qui accepte tout ce qui a été fait avant lui. Ça déjà, c'est un discours qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif. Donc, Dutilleux, élève de Bucer au Conservatoire de Paris, prix de Rome en 1938, et ensuite professeur de composition au Conservatoire de Paris à partir de 1970. On peut l'inscrire dans un univers proche de l'univers ravelien, ascétique, très clair et dépouillé dans l'écriture, avec même une touche de pudicité. Un petit mot maintenant sur la pièce que nous allons entendre. Donc, Sarabande et Cortège, c'est écrit avant l'opus, ce qui est noté et qui a été noté par demande de Dutilleux comme étant son opus 1. Son opus 1, c'est une sonate pour piano, qui a été écrite donc après Sarabande et Cortège. Cela signifie que, dans ce cas, Dutilleux a renié l'œuvre que nous allons entendre comme ne pouvant faire partie de son catalogue. Néanmoins, cette œuvre est quand même bien faite et elle pourrait représenter une façon de rentrer dans son univers. C'est pour ça que je vous la propose. Prenez-la comme une mise en bouche si vous voulez approfondir pour plus tard l'univers de Dutilleux. On va écouter la sarabande. Le cadre de la sarabande, donc danse lente à 3 temps, saute assez vite devant le contenu poétique qui se développe. Un bel esprit, un jeu sur la couleur très debussiste, on voit qu'il a bien digéré ses cours d'harmonie, il n'y a pas de problème. Mais là où on peut trouver une explication sur le reniement de cette œuvre, c'est qu'on sent un ancrage tonal qui est encore extrêmement fort. C'est du jeune Dutilleux que nous allons entendre, et il est encore aux prises avec ses outils scolaires. Il ne s'en est pas encore émancipé. Voilà. Donc, après ces quelques petits mots, écoutons la sarabande de Dutilleux.
On continue maintenant avec un compositeur, là pour le coup que j'ai été très surpris de découvrir. Je ne pensais pas qu'un compositeur de la sorte pouvait exister. Je veux parler de Max Dolon, D'-O-2-L-O-N-E, 1875-1959. Alors, ce qui est surprenant, c'est que sur le papier, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est génial. Il a été encouragé par Gounod, par Saint-Saëns, par Massenet, par Ambroise Thomas. Et Debussy a écrit un article sur sa musique, et c'est un article qui est plutôt élogieux. Bon, il ne rentre pas dans les détails, mais bon, sur le papier, ça part plutôt bien. Et pourtant, il est totalement tombé dans l'oubli. C'est assez curieux, je ne connaissais pas son existence avant de faire le travail que vous êtes en train d'écouter. C'est assez curieux, mais bon, c'est ainsi. Donc, un élève au conservatoire en composition, il va avoir comme professeur Lavignac, qui a été également le professeur de Dindy, Massenet, le grand Massenet, Gédalge également, et il sera prix de Rome en 1897. C'est un homme de théâtre, et c'est très regrettable, non pas que ce soit un homme de théâtre, mais ce qui est regrettable, c'est que l'œuvre pour théâtre n'apparaît pas sur YouTube. Vous avez juste un petit extrait, je crois que c'est de L'Étrangère, mais à part ça, vous n'avez rien, ce qui est curieux, il faudrait peut-être remonter des choses. Il sera directeur de l'opéra comique également. Alors lui, il m'a intéressé parce que Gavotti est également allé le voir pour lui demander son avis sur la musique contemporaine. Et là, il nous a dit quelque chose de très intéressant. Pour lui, il y a toujours continuité du langage musical, et ce, depuis le tout début de la musique occidentale, c'est-à-dire depuis le grégorien. Et si les néo-sérialistes, les Boulez et compagnie, ont voulu faire sauter cela, c'est avant tout pour des raisons morales et sociales. Et alors là, quand j'ai lu ça, je me suis crié « youpi, tralala ». Pourquoi ? Parce que c'est exactement la conclusion que j'ai tirée lorsque je vous ai exposé mon travail sur la musique contemporaine avec des guillemets. Je vous invite donc à la réécouter. C'est toujours agréable quand on a un de ses pairs qui est d'accord avec vous. Ça fait du bien. Pour lui, il doit y avoir un équilibre entre la volupté physique que procure la musique à travers le plaisir de l'oreille et un contenu intellectuel. C'est-à-dire qu'il nuance ce qu'on avait écouté, ce qu'on avait dit avec Jean Français et avec Poulenc. Ce qui me semble être beaucoup plus juste, c'est que la musique est un équilibre entre différentes forces antagonistes, le plaisir des sens et aussi un contenu intellectuel qui a quand même un peu de saveur. Et d'ailleurs, cela peut aussi nous amener à une autre conclusion, c'est qu'on peut très très bien savoir parler de la musique et avoir une œuvre peut-être de moindre qualité que de quelqu'un qui sait très bien écrire, mais qui ne sait pas forcément bien en parler. Voilà, l'un ne va pas avec l'autre. On va écouter, pour évoquer Max Dolon, une œuvre également pour basson et piano, une romance et tarentelle qui a été écrite en 1928, qui est une pièce de concours également. Vous allez le voir, c'est une pièce classique, conventionnelle, on pourrait le dire, avec de temps en temps des petites couleurs étranges qui passent, mais il n'y a pas de quoi révolutionner et de quoi renverser la table. On écoute romance et tarentelle.
Pour faire une comparaison avec la romance que vous avez entendue tout à l'heure de Poulenc pour clarinette et piano, euh, là il me semble qu'on est beaucoup plus proche de la romance avec Dolon conventionnelle, dans le sens où là la romance à la base c'est un élément amoureux, c'est un galant qui fait sa cour à sa galante. Et là je trouve qu'on le sent bien plus, c'est en ça où je trouve que la pièce est un peu plus académique que celle de Poulenc, où Poulenc on sent que la saveur est vraiment autre, il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu. Mais là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de très galant, de très élégant. Vraiment une cour très bien faite à l'ancienne. Ça marche très très bien, quoi. Alors, un compositeur dont on a déjà parlé ensemble pour la présentation des cordes et que je tenais à vous rementionner car c'est un compositeur qui vraiment, je pense, vaut le coup. Enfin, depuis que je redécouvre son œuvre, je pense que ça vaut la peine de le mettre un peu plus en avant. Je veux parler de Charles Koechlin. Donc Charles Koechlin, pour avoir des détails un peu plus sur sa vie, je vous renvoie donc à ma précédente vidéo. Et il a écrit une œuvre, une sonate pour basson et piano. D'ailleurs, il en a écrit plusieurs, mais là on va en écouter une. C'est l'opus 71, écrite en 1918-1919. Au niveau temporel, chronologique, elle est extrêmement proche de la sonate pour violon que nous avons mentionnée. Et donc c'est un motif qui est assez simple et qui va être habillé par différents habits musicaux, toujours dans une ambiance très paisible. Ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, c'est un contrepoint. Comprenez une écriture où vous avez différentes voix qui dialoguent entre elles, presque à égalité. Un contrepoint très délicat et très soigné. C'est vraiment une œuvre d'un esprit vraiment supérieur. Vous me direz comparaison n'est pas raison, mais si on compare le Dolon et le Koechlin, on voit bien que l'esprit n'est pas le même quand même. Et le Koechlin, je trouve, est beaucoup plus intéressant que le Dolon. Mais bon, ça c'est un avis strictement personnel. Et dernière écoute pour mon propos qui fut un peu long aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde avant la fin. On finit avec une pièce d'un autre compositeur qui mériterait d'être redécouvert, Gabriel Pirné, 1863-1937, avec son œuvre opus 35. Écoutez, alors Gabriel Pirné, lui c'est un élève de Massenet et de Franck, prix de Rome 1882, et lui il va succéder à César Franck à la tribune de Sainte-Clotilde en 1890. Il sera ensuite chef d'orchestre pendant 20 ans, 1910-1934, et il créera entre autres l'Oiseau de feu de Stravinsky. Donc l'opus 35, c'est également, comme pour Dolon, une pièce de concours, donc mise en avant des habiletés techniques de l'interprète, avec un début énergique, viril, on pourrait dire, une ambiance un peu franquiste que nous avons pu entendre avec d'Indy. J'ai oublié de préciser que d'Indy était un élève de César Franck et que il va être considéré, alors peut-être de façon exagérée, mais d'Indy va être considéré comme celui qui va succéder à Franck
d'un point de vue musical. Et quand on va parler des franquistes, on va vraiment parler de Vincent d'Indy et de ses disciples. Donc cette ambiance un peu franquiste, on peut l'entendre aussi chez Pyrénées, mais avec une teinte beaucoup plus claire. On se rappelle qu'on est dans la France des années 30, on n'est plus à l'époque franquiste, donc c'est sans doute cette articulation-là que nous pouvons entendre dans cette œuvre. Et c'est avec cette œuvre que je vais conclure mon propos. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté, chers amis du cercle. Vu la date à laquelle je finis cette vidéo, ça va un peu faire office de cadeau de Noël. Donc, je vous souhaite à tous un très joyeux et saint Noël et en espérant vous retrouver très bientôt. Thank you.
Thank you.